Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Monsieur Mohamed Attroudi, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Bonjour, c'est Trodi et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur des pluriels. Ramadan Karim, à vous et à vos proches. Et il faut bien préciser, il faut préciser à notre auditoire que Mohamed Attroudi est docteur en droit diplômé de l'Université Paris 1 Sorbonne. Il est chercheur en relations internationales et stratégiques associé à l'AGP, Académie de géopolitique de Paris, au CAPE, Centre d'analyse de la politique européenne, au CJPA, Centre international de géopolitique et de prospective analytique, récemment créé par Monsieur Mezerit Haddad, ex-ambassadeur tunisien auprès de l'UNESCO. Depuis peu, consultant auprès du cabinet de conseil AESMA, traitant de la complexité régionale de l'Eurasie et du Moyen-Orient, politologue, analyste en politique, géopolitique appliquée au monde arabe. Comme vous le savez, le Moyen-Orient, c'est l'actualité. Quel avenir au Moyen-Orient, vu la dernière décision du président américain Trump dans le conflit interminable israélo-palestinien? S'agit-il d'une décision tactique ou une décision suite à une promesse électorale? Oui, bonjour à vous. Rebonjour plutôt, monsieur Abdelatif. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui habitués de cette belle émission, auquel j'ai un grand plaisir d'y participer. Oui, effectivement, cette décision n'est pas du tout fortuite du président Trump. C'est une décision qui a été légèrement réfléchie. Une décision, bien évidemment, qui n'aurait jamais dû être prise s'il n'avait pas, bien évidemment, des assurances et des garanties, d'un certain pays, du monde arabe, et notamment, de la région moyen-orientale, pour s'assurer, bien évidemment, leur soutien ou, tout du moins, leur, indifférence face à cette décision totalement, laxiste et délirante, permettez-moi le terme, parce qu'en fin de compte, elle va tout simplement entraîner la région dans une guerre certainement religieuse, alors que cette région n'en a pas besoin, explosive par excellence, une région effectivement qui n'a guère besoin de conflits supplémentaires et qui par-dessus le marché se trouve aujourd'hui effectivement à la porte d'un conflit éminemment religieux qui pourrait entraîner par jeu d'alliance une guerre régionale, voire une guerre de portée ou de nature mondiale, et dont les Américains seraient quelque part aussi les Israéliens les premiers de ce conflit. Il faut quand même rappeler, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, que en fait ce conflit qui concerne la question du Jérusalem, c'est un conflit qui est très ancien. Il date bien évidemment je ne vais pas refaire toute l'histoire du Jérusalem, le temps nous fera défaut, mais simplement rappeler quelques dates importantes pour essayer de resituer un petit peu les choses historiquement et aider bien évidemment les auditeurs et auditrices à mieux situer le problème historiquement. Jérusalem a été reprise par les Turcs dès 1517, il faut savoir. Et les sultans ottomans vont effectivement occuper cette ville sainte, ou triplement sainte, pendant plus de 2 siècles, qui va effectivement permettre au sultan et il y a l'empire ottoman d'imposer et d'asseoir leur contrôle de l'islam, notamment sunnite. Un peu plus tard, effectivement, en 1557, on a déterminé ce qu'on appelait jadis le statu quo actuel, qui règle effectivement la propriété des sanctuaires sans toutefois qu'aucune de ces
règles effectivement donc issues donc de ce statu quo donc sur sur le statut donc définitif justement donc de la ville. Et en dépit d'ailleurs des changements qui ont eu lieu, notamment au XXe siècle, donc avec notamment la disparition de l'Empire turc, donc la défaite donc turque et l'avènement de la Turquie moderne, donc l'octroi donc notamment de la Grande-Bretagne effectivement, ou à la Grande-Bretagne et donc le droit, je dirais donc de mandat sur la Palestine, la naissance un peu plus tard en 48 donc de l'État d'Israël, va générer donc beaucoup de changements et donc du coup une sorte de violation flagrante justement donc de ce statut donc original donc procédé dès 1757 qui est d'ailleurs dont l'ONU a repris donc à son compte dès 1948 avec donc le fameux partage de la Palestine entre deux entités, une arabe, une israélienne. Donc ce partage en fait ou cette décision unisienne, elle avait deux objectifs essentiels. Le premier, c'est important quand même de le rappeler parce que c'est le cœur du sujet aujourd'hui et c'est le cœur justement donc, de ce bouleversement qu'on connaît donc au Moyen-Orient aujourd'hui. Le premier, c'est de protéger tout d'abord et de préserver les intérêts effectivement spirituels des trois religions monothéistes. C'est-à-dire avoir un accès effectivement juste et égal à l'ensemble des trois religions monothéistes donc représentants ou qui sont représentés justement dans cette ville triplement sainte. L'autre objectif, c'est de stimuler l'esprit de coopération entre les différentes entités ou les habitants donc de la ville pour stimuler les pousser à la fois effectivement à collaborer ensemble, à travailler ensemble, à coexister donc ensemble dans la paix et je dirais d'une manière pacifique. Donc de manière bien évidemment à préparer donc si vous voulez donc cette grande ville donc c'est Jérusalem à devenir un petit peu je dirais une entité appartenant donc à trois religions monothéistes. Il faut dire que par la suite la suite bien évidemment donc militairement parlant donc de ce conflit et donc les différentes défaites arabes suivantes à la fois donc de 48 donc de 67 mais surtout de 73 et bien évidemment l'arrivée donc des années 80 et je dirais la domination donc totale donc de la grande ville effectivement par l'armée israélienne et donc par Israël donc a donné effectivement donc tout simplement a changé tout simplement donc la nature notamment arabe et chrétienne justement donc de cette ville, chose que les Israéliens se sont effectivement appelés donc à le faire pour faire disparaître effectivement un temps soit peu ou je dois dire autant que faire se peut, donc la possibilité, en tous les cas les traces et les signes indélébiles donc de cette appartenance arabe et musulmane justement de l'État d'Israël. On est aujourd'hui dans le cœur du conflit, qui est en fait qui tire justement sa référence et sa révérence justement de l'histoire mouvementée de cette ville triplement religieuse. Un conflit qui a fait beaucoup de morts, hein, donc depuis plusieurs années, et maintenant avant quelques jours, il y avait encore, et maintenant même, je crois actuellement, il y a encore des morts. Est-ce que il y a un espoir que cette guerre meurtrière continue de telle sorte, parce que là il y a deux poids, une force, la première force régionale, mais aussi en face il y a une population qui souhaite que d'avoir un État pour elle. Le problème qui se pose aussi encore une fois, c'est dans la faiblesse donc du monde arabe et musulman, qui explique aujourd'hui donc la domination et la force justement d'Israël avec leurs alliés, je dirais inconditionnels, les États-Unis. Je dois rappeler tout à l'heure, je pense qu'il faut insister un petit peu là-dessus. Donc le président Trump, il a des considérations internes donc à cette déclaration. Cet objectif interne, en tous les cas, cette visée interne donc, de cette déclaration, tout simplement parce que il doit tout simplement accéder donc aux demandes, aux exigences, bien évidemment, donc des évangéliques donc américains qui font partie intégrante justement donc d'un autre lobby donc américain qui n'est pas, je dirais, si négligeable que cela. Et qui effectivement l'ont hissé donc au pouvoir aux États-Unis, avec bien évidemment pour donc une promesse essentielle, bien évidemment donc de transférer l'ambassade américaine donc de Tel Aviv à Jérusalem. Il faut savoir que donc pour eux, donc pour les évangélistes américains, en fait ils considèrent Israël comme étant une sorte, je dirais donc
c'est le pays ou un peuple effectivement qui a connu des événements donc fondamentaux, dont d'ailleurs eux-mêmes tirent leur foi donc chrétienne évangélique. Donc ça c'est le premier objectif effectivement donc de Trump, en tous les cas la première. Donc, je dirais donc du premier des arguments qui peut, bien évidemment, ou qui a poussé Trump à cette décision totalement délirante. Un homme un peu désaxé politiquement, un homme un peu, je dirais, donc il a une manière un peu incendiaire donc de voir les choses et donc de voir le monde. Le souci qui se pose, M. Trudy, il est président des États-Unis. Tout ce qu'on peut dire sur ce monsieur a été élu par les Américains. Oui, mais absolument. Le souci, il est là, le souci. Oui, mais on n'empêche pas qu'effectivement que cette décision, donc, qui était la sienne, elle répond à la fois, bien évidemment, à un impératif donc interne, donc de politique interne, c'est-à-dire satisfaire donc ces électeurs et donc accéder, ou en tous les cas, si je puis dire, donc dire voilà, j'ai tenu justement mes promesses, et donc et cette promesse, il n'aurait jamais pu la tenir sans l'accord. Ils sont la complicité donc arabe, notamment, je dirais même surtout de l'Arabie Saoudite. Je parle bien évidemment donc de l'Égypte et accessoirement du Bahreïn. Et que dire des États effectivement donc du Maghreb, cette exception en fait de l'Algérie, qui sont restés jusqu'à présent un peu donc totalement silencieux sur cette décision totalement délirante encore une fois et qui entraîne donc je dirais pas seulement donc le Proche-Orient, mais toute la région, je dirais dans des séquelles justement donc de guerre qui peuvent donc s'avérer très très dangereux pour la région et pour le monde. Attends, donc, si vous le permettez, M. Trudy, parce que vous êtes en train d'évoquer quelque chose de très intéressant. Oui. Vous avez parlé d'une complicité du monde arabe dans cette décision. Cela veut dire quoi? Il y a un changement de cap dans la politique arabe sur le sujet? Alors, je dois vous dire que donc côté saoudien, il y a bien évidemment un changement radical depuis la prise donc des pouvoirs par le jeune donc Salman, donc le jeune prince donc Mohammed bin Salman, donc les choses en main donc en Arabie Saoudite. Ce dernier a été jusqu'à intimider donc le président Mahmoud Abbas pour le contraindre justement à accepter sa décision. En amont, bien évidemment, donc de la la déclaration américaine officielle justement de cette Trump, jusqu'à donc à un moment donné, n'avait pas pris cette décision. Il a consulté d'abord effectivement ses alliés arabes, c'est-à-dire les Saoudiens en premier, qui est même force régionale, aujourd'hui effectivement personne bien évidemment ne peut en douter. Et il a donc ce dernier, donc il a été jusqu'à racheter, je dirais même financer Mahmoud Abbas, donc le demandant effectivement donc d'accepter donc cette décision et éventuellement donc et d'obliger, pire encore. C'est-à-dire que non seulement il doit oublier justement Jérusalem-Est comme étant peut-être la ville donc ou la partie de la ville qui doit rester éternellement justement la capitale palestinienne, mais elle a été jusqu'à lui dire d'oublier le droit du retour. Et dans les récentes déclarations donc saoudiennes, il y a qu'à lire justement donc la une donc des journaux israéliens donc saoudiens. Il y a encore une semaine, je lisais effectivement donc on parlait donc de l'attaque d'un ennemi syrien contre l'armée israélienne ou contre les civils israéliens. C'est-à-dire donc on a inversé donc les tendances, si je puis dire, et on atteint donc c'est quoi la raison selon vous? La raison pour les Saoudiens, c'est de se maintenir au pouvoir. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, effectivement, avec donc cette tempête donc qu'il y a eu récemment, le monde arabe, ce qu'on appelle comme le monde le printemps arabe, ils se sentent arrivés très mondialement à la conclusion, ou en tous les cas donc à une décision définitive que donc leur sécurité et la pérennité de leur pouvoir dépendra et de bien évidemment de la continuité donc de leur régime, donc dépendra exclusivement de leur rapprochement quasi officiel aujourd'hui avec Israël et donc de s'allier directement sur Israël, seule force et seule puissance régionale justement aujourd'hui au Moyen-Orient, et donc ça c'est le premier des objectifs, c'est-à-dire pérenniser leur régime qui sont aujourd'hui un peu vacillent, donc qui vacillent aujourd'hui, notamment sur les coups butoirs. Donc notamment de la guerre yémen, mais surtout et aujourd'hui donc on le voit très bien à cause de la crise économique qui frappe durement justement en Arabie Saoudite. L'autre objectif, c'est bien évidemment de s'atteler désormais effectivement au développement économique donc de pays. En Arabie Saoudite, on considère
ça peut paraître un peu totalement, je dirais, donc inadéquat, voire un peu relevant de la folie, effectivement, donc meurtrière. Les Saoudiens, et notamment au niveau donc, du sommet de l'État saoudien aujourd'hui, considèrent effectivement que la question palestinienne a trop longtemps retardé le développement du monde arabe et l'épanouissement économique donc et commercial du monde arabe. On va jusqu'à dire aujourd'hui que la question donc de la Palestine n'est plus une question arabe, en tous les cas pour les Saoudiens et pour donc notamment à Bahreïn, qui considèrent qu'il est temps aujourd'hui effectivement de lever le voile sur justement cette question qui a trop retardé le monde arabe et qui a parqué le monde arabe dans des logiques effectivement donc de conflits, d'affrontements donc militairement dont on n'a aucune chance justement donc dans des guerres qu'on n'a aucune chance de gagner, parce qu'il y a une sorte d'asymétrie militaire très forte aujourd'hui entre donc Israël et l'ensemble du monde arabe donc réunis. Il n'y a qu'à voir et pour s'en convaincre que Israël est la seule puissance aujourd'hui atomique justement donc de cette région, et cela bien évidemment on a dissuadé plus d'un donc de chefs d'État et qui se sont rentrés depuis à peu près maintenant une vingtaine d'années dans des négociations secrètes donc avec donc l'État hébreu pour tenter justement donc de arriver peut-être donc à un moment donné à asseoir pourquoi pas donc une nouvelle vision donc d'un Moyen-Orient dominé tout simplement et accepter cette domination et cette puissance israélienne comme étant il n'y a plus qu'à mettre un Netanyahou ou peut-être éventuellement l'installer comme étant le nouveau secrétaire général de la Ligue arabe. Après tout, pourquoi pas. Écoutez, vous parlez de la Ligue arabe. La Ligue arabe, elle s'est réunie et elle est sortie avec un communiqué. Oui, comme à l'habitude. Et c'est quoi, selon vous, ce communiqué-là? Comment vous le voyez? Comment vous l'interprétez? Moi, je considère qu'il n'y a plus de Ligue arabe depuis qu'elle est morte. Depuis qu'elle est morte. Donc, c'est une ligue qui est morte, mais une ligue qui n'a pas bougé dans Utah, effectivement, sur les massacres qu'il y a eu, effectivement, au Liban en 82, sur les massacres qu'on subit après, en Somalie, sur l'intervention américaine, donc en Irak, l'intervention américaine, justement, donc en Afghanistan, sur l'intervention et les massacres aujourd'hui, effectivement, des enfants, syriens, un peu partout à Alep, et l'Attaqi, un peu partout, effectivement, en Syrie encore, même si là, encore une fois, c'est seule la force justement donc des peuples syriens et sa mobilisation autour des autorités syriennes ont permis justement de masquer ce projet machiavélique endémique qui est celui bien évidemment de démembrer la Syrie et de diviser l'ensemble du monde arabe pour mieux les contrôler et en faire Israël ou d'Israël plutôt la seule puissance régionale nucléaire alliée mais d'imposer par la suite effectivement l'État hébreu comme étant la puissance politique excellence dans cette région. La Ligue arabe est morte avec bien évidemment et enterrée cette fois-ci avec la crise syrienne et depuis très longtemps elle a montré bien évidemment son incapacité et on n'a pas dire bien évidemment sa léthargie face à la question palestinienne et notamment face au massacre qu'il y a eu et notamment l'intervention israélienne en 82, la fameuse opération Péon-Galilée et les massacres qui sont suivis après. Donc parler de la Ligue arabe, M. Abdelatif, aujourd'hui, c'est un terme, c'est creux, ça sonne comme le quotidien. Apparemment, c'est comme le Grand Maghreb. Oui, aujourd'hui, si on voit un peu la décision, notamment les positions très 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 justes et jusqu'au boutiste, notamment de l'Algérie, la question palestinienne, en tout cas, a toujours été d'un grand secours, effectivement, pour même si les Algériens seuls ne peuvent pas faire grand chose. Rappelons quand même que c'est en Algérie qu'il y a eu la création ou la déclaration de la naissance de l'État palestinien en 88, me semble-t-il, novembre 90, justement à Alger. C'est à Tunis qu'il y a eu quand même accessoirement la Tunisie, quand à la fois Bourguiba et à la fois Ben Ali, son successeur, refusait toute idée de coopération, en tous les cas de reconnaissance de l'État hébreu, tant qu'il n'y a pas eu effectivement la naissance d'un État palestinien viable et durable. C'est pas le cas aujourd'hui avec ceux qui ont gouverné ou continué plutôt installés sur les chars venus cette fois-ci non pas sur les chars américains mais sur des mouvements de soi-disant de démocratisation et des associations effectivement caritatives qui cherchent qu'à
comment dirais-je, à développer donc la démocratie et aider donc ce monde arabe donc à retrouver une sorte de transparence dans la gestion donc politique et dans la bonne gouvernance. On voit très bien qu'aujourd'hui, effectivement, à part le Maghreb, donc je ne vois pas comment aujourd'hui, donc et depuis d'ailleurs une certaine année, depuis à peu près une vingtaine d'années, la Ligue arabe a montré quasiment, ou bien je dirais même aujourd'hui totalement, il n'y a plus qu'à l'en tirer et éventuellement donc repenser tout simplement de fond en comble donc le système arabe justement donc de sécurité donc collective, car aujourd'hui les Arabes sont menacés jusque dans leur existence. Il y a un problème existentiel aujourd'hui effectivement qui frappe donc à la porte de tous les États arabes. Et et à partir de là, d'être éventuellement reconceptualiser donc leur approche en matière de sécurité collective, hein, et voir qu'est-ce qui est possible donc de faire pour tenter de fuir un petit peu donc les problèmes qui les séparent et éventuellement de trouver donc ce qui peut davantage justement les unir ou les rapprocher. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne vois que donc davantage des choses qui les séparent, que des choses. Je me rappelle de cette phrase très très lancinante qui a été effectivement qui a fait un peu donc soulever le sourire de quelques États arabes, donc quelques chefs arabes et quelques princes et émirs arabes présents justement lors du dernier sommet, l'avant-dernier sommet avant le 2011, avant quelques mois avant le début justement donc de ce qu'on appelait communément les printemps arabes, où Kadhafi justement donc prenait la parole pour rappeler donc aux chefs d'État arabes donc par une phrase très très lancinante, je cite, nous on est tellement divisés qu'aujourd'hui il n'y a que cette salle pour nous réunir. Donc ça en dit non effectivement aujourd'hui sur l'état de déliquescence, de démembrement, de division, voire même aujourd'hui donc de trahison forte donc de beaucoup de pays arabes qui ont choisi et qui sont derrière le cœur du monde arabe. Quand vous supprimez l'Égypte et quand vous mettez de côté donc l'Arabie Saoudite et donc accessoirement 2 ou 3 États justement donc du Golfe, qu'en restera-t-il du monde arabe? Rien. C'est le pilier. Bien évidemment, les Américains et les Israéliens ont tout fait justement pour séparer justement donc la nation arabe de son cœur battant. Quand vous enlevez le cœur et les poumons, que restera-t-il d'un humain ou d'un corps qui ne pourra plus, bien évidemment, s'exprimer, ou sera, bien évidemment, même s'il arrivera à s'exprimer, sera tout le temps assisté et tout le temps sous assistance. Justement, M. Trodi, justement, il y a une question qui s'impose. Devant son constat néfaste, que vous avez parlé, qu'il n'y a plus de poumons, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Européens, qui ne sont ni musulmans ni arabes? Les Européens, normalement, ils doivent se ressouder. Ils doivent reprendre donc au moins ils justifient leurs valeurs qui nous vont de temps, de valeurs de démocratie, de droits de l'homme, donc d'humanisme. C'est ça, hein, c'est ça l'Europe. Je prends le cas de la France, et d'ailleurs quand on a des accords qu'il y a aujourd'hui entre Macron et Netanyahu, je dirais donc on est effectivement sur une différence, mais alors totalement, je dirais donc c'est total. Qu'aujourd'hui, effectivement, en dépit peut-être donc de ces demain, donc entre les deux ou de ces accolades de temps en temps, mais ça en dit long, bien évidemment, sur l'état de différence aujourd'hui et donc des divisions. En France, aujourd'hui, on sent qu'il y a aujourd'hui, donc à un moment donné, il est temps que l'Europe, bien évidemment, donc j'ai entendu encore hier, il y a 2 jours, un des parlementaires européens, effectivement, donc inciter donc l'Europe à sortir de sa léthargie et d'en finir avec ces 2 poids 2 mesures, hein, pour ici justement, donc, parce que l'Europe c'est aussi l'humanisme, l'Europe c'est les droits de l'homme, l'Europe c'est le droit de chacun justement de disposer justement donc de sa liberté, de disposer de son indépendance, et c'est aussi le droit des peuples d'en disposer d'eux-mêmes. Et bien évidemment, pourquoi ne pas effectivement le faire quand il s'agit donc des Palestiniens? Pourquoi quand il s'agit de parler d'Israël, il faut être automatiquement et d'une manière constante être taxé d'antisémitisme? Il est temps que ça s'arrête. Il est grand temps que ça s'arrête. Moi, j'ai encore plus confiance justement donc dans cette lumière donc européenne justement des droits de l'homme, dans ces principes européens donc de démocratie, de droits de l'homme, de droit justement de chacun de disposer justement et de vivre donc dans la dignité donc et le respect, que bien évidemment davantage donc dans les régimes arabes, parce que moi je parle même pas d'État arabe, j'ai jamais utilisé le mot donc État arabe, j'ai toujours parlé donc de régimes, des personnes qui ont toujours gouverné, que ce soit des rois ou des présidents, ils ont toujours gouverné contre leur peuple
et ils ont toujours travaillé, gouverné, donc pour des agendas étrangers. Et aujourd'hui, bien évidemment, on le voit très bien, d'une manière qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Sur donc leur réaction, ou plutôt la non-réaction, donc face à cette décision de Trump, bien évidemment, qui se n'est assuré le soutien donc de tous les États, d'une bonne partie des États arabes, en tous les cas, les États puissances, qui ont bien évidemment donc un rôle et un poids dans cette région. Monsieur Mohamed Troudi, merci infiniment de cet éclairage très intéressant, un éclairage sur cette actualité brûlante, l'actualité au Moyen-Orient, que nous espérons, avec ce vœu qu'on souhaite que les deux peuples puissent vivre, israéliens et palestiniens, vivre en paix, parce que le peuple souffre dans les deux côtés. Certes, l'armée est là, mais par contre, il y a les peuples qui souffrent, et notamment le peuple palestinien, qui ont fait des prix très 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 forts. On a vu des bébés, on avait des petites fillettes. Absolument. C'est un crime de guerre, tout simplement, il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom. Oui, c'est une scène de guerre, mais malheureusement d'un côté. Donc d'un côté, il y a des armes, d'un autre côté, il y a des cailloux. Il est temps que ça s'arrête, parce que quoi qu'il arrive, soit l'islam, soit la religion juive n'a jamais incité Absolument. à la mort, parce que la vie n'appartient pas aux humains, appartient à Dieu. Et ça, Absolument. le plus important. Et on ne peut pas tuer gratuitement, quelle que soit la vie, soit d'un musulman, soit d'un juif, soit d'un chrétien, ou soit d'un athée. Absolument. Merci infiniment. C'est Troudi. Je vous dis à très bientôt. Inch'Allah, donc Inch'Allah avec grand plaisir. وإن شاء الله رمضان طيب ويانا مبروك على كافة يعني المستمعين. بارك الله فيك وشرا مبروك وإلى اللقاء أخي. مع السلامة. يعيشك. مع السلامة. مع السلامة. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info.